Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, il y a la forme. Oui, il y a la forme. Tu as regardé l'exorcisme du pape? Non, par contre, je dois regarder ça ce week-end. Okay. Hier, j'étais. Donc, quel est le grand film, le dernier film que tu as regardé? Non, là, je suis en train de terminer une série sur Netflix qui s'intitule Sky Rojo. Non, voilà. C'est une série, disons, qui raconte les péripéties. Encore la science-fiction? Non. C'est une série qui raconte les péripéties de 3 femmes qui étaient des esclaves sexuels et qui ont réussi à s'échapper de leur proxénète en lui piquant de l'argent, bien entendu. Et donc, celui-ci a décidé de se venger. Il se lance à une espèce de chasse à l'homme. Jean-Paul, il y a des trucs plus intéressants sur Netflix à regarder. Non, mais il faut suivre ça. Hein. Non, moi, c'est l'intrigue. Raconter comme ça, c'est... Bon, je donne les grandes lignes. Mais il y a tellement de rebondissements. C'est une série sur 3 saisons. Je suis en train de terminer la 3e saison. Mais il y a tellement de rebondissements que le détour, quand même, en vaut la peine. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Ce matin, l'actualité internationale nous emmène. Nous allons parler d'environnement, d'écologie. On est dans la semaine de l'environnement. On est non seulement dans la semaine de l'environnement, mais on a 2 catastrophes environnementales qui ont cours en ce moment dans le monde. Les incendies au Canada. On a les incendies au Canada et on a la destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine. Alors, pour ce qui concerne ce dernier, il faut savoir que le 6 juin dernier, dans la nuit du 6 juin, donc mardi soir, aux alentours de 2h52 heure locale, une explosion a retenti, si tu veux, sur les parties internes du barrage, ce qui a entraîné l'effondrement d'une grande partie de celui-ci. Et tu sais, un barrage, il y a 2 structures. Vous avez le mur lui-même en béton qui bloque l'arrivée d'eau, et cette eau-là est en réalité orientée vers ce qu'on appelle un réservoir. Et c'est ce réservoir-là qui permet d'alimenter les turbines qui produisent de l'électricité. Mais le barrage de Kakhovka, il a la particularité d'avoir non seulement ce bassin de rétention qui a un double objectif. Non seulement il permet de fabriquer de l'électricité en alimentant les turbines, mais il permet également, il sert, si tu veux, de lieu de pompage de l'eau qui sert au refroidissement des générateurs nucléaires de la centrale de Zaporizhzhia. Et donc, de ce point de vue-là, il est hautement important parce que la centrale de Zaporizhzhia, avec la centrale électrique qui est connectée au barrage de Kakhovka, alimente non seulement la ville de Kherson, mais un ensemble de villes qui sont des 2 côtés du fleuve Dniepr, que ce soit en allant même jusqu'en Crimée, ou bien en allant vers la région des villes comme Lviv, vers Kiev, donc un peu plus au nord. Et donc, la destruction il faut savoir que lorsque en mars dernier, le 22 mars, les Russes s'accaparent de la région de Kherson, ils prennent le contrôle de la centrale de Zaporizhzhia et également le contrôle de la centrale de Kakhovka. Alors, maintenant, la question que l'on se pose, c'est qui est l'auteur de ce sabotage? Comment cela a-t-il pu être réalisé? Eh bien, l'Ukraine accuse la Russie en disant que c'est elle qui a évidemment fait sauter le barrage pour empêcher qu'elle ne puisse mener sa contre-offensive à partir de Kherson, parce qu'il faut savoir que en septembre dernier, lors de la première contre-offensive ukrainienne, la Russie avait, si tu veux, abandonné la ville de Kherson et allait se mettre de l'autre côté du fleuve Dniepr. Et donc, à partir de là, elle s'était mise dans une position défensive. Et donc, selon les Ukrainiens, ils avaient l'intention de lancer, à partir de Kherson, évidemment, leur contre-offensive pour aller reconquérir notamment la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et éventuellement aussi remettre la main sur la centrale électrique et le barrage de Kakhovka pour ensuite, bien entendu, aller un peu plus à l'intérieur de la région de Kherson. Pourquoi? Parce que, évidemment, derrière, ils avaient aussi pour objectif d'essayer de couper les lignes d'approvisionnement logistique de l'armée russe pour, évidemment, l'inciter à battre en retraite. Et donc, avec la destruction du pont de Kakhovka, c'est quand même plus de 18 millions de mètres cubes d'eau qui ont été libérés.
Et donc, ces 18 millions de mètres cubes d'eau se sont répandus sur près de 600 km carrés des deux côtés du fleuve Dniepr. Mais les deux tiers de cette eau-là est partie du côté de Kherson et donc du côté des positions qui sont tenues par les Ukrainiens. Donc, ça a évidemment une double conséquence. D'abord, une conséquence écologique terrible parce que, évidemment, cette eau-là va inonder des habitations, ça va inonder des champs, ça va même jusqu'à inonder des anciennes mines qui avaient été fermées, avec les risques de voir cette eau-là contaminée et avec donc des risques majeurs en matière de santé publique. Il y a aussi le fait qu'on a dû déplacer, on a dû déplacer déjà depuis mardi près de 20 000 habitants parce que ceux-ci n'étaient plus en capacité d'habiter là. L'eau a monté jusqu'à environ 3 mètres et il pourrait encore aller au-delà, même si certains experts estiment que, si tu veux, l'essentiel de l'eau qui était contenue dans le bassin de rétention est déjà évacué, mais n'empêche que il y a encore un risque important pour voir quand même un niveau d'eau augmenter. Alors, ça, c'est d'un point de vue écologique. Et puis, d'un point de vue humanitaire, il y a des populations, je l'ai dit, près de 20 000 personnes qui ont été déplacées du côté ukrainien, à peu près 2 ou 3 000 du côté des zones qui sont tenues par les Russes. Et il faut savoir aussi que, d'un point de vue stratégique, ça empêche à l'Ukraine la possibilité de lancer sa contre-offensive à partir de Kherson, et donc les potentialités de pouvoir reconquérir notamment la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et donc ça, évidemment, c'est un coup dur pour les Ukrainiens. Et pour les Russes, ça leur permet aussi de lever des positions défensives qu'ils avaient justement de ce côté du fleuve, et pour pouvoir, par exemple, redéployer les troupes pour aller, par exemple, renforcer leur position sur la ville de Bakhmout qu'ils viennent de reconquérir, mais qui reste encore une zone quand même assez faible en termes de défense, et puis aussi redéployer l'ensemble des troupes en allant jusqu'à un peu plus au nord de la ligne de front. Donc ça, évidemment, quand on regarde d'un point de vue militaire, quelle est la partie qui tirerait le plus profit de la destruction de ce fleuve, évidemment, il est clair que c'est la partie russe. Mais maintenant, lorsque l'on regarde dans le fond, détruire ce fleuve-là, comme je l'ai dit, c'est mettre en danger la centrale de Zaporizhzhia. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont une équipe est présente déjà depuis de nombreux mois à Zaporizhzhia et qui veille au contrôle de la sûreté nucléaire de cette centrale, a expliqué que, évidemment, il y a encore suffisamment d'eau dans le bassin de rétention pour pouvoir alimenter le refroidissement des générateurs, mais cependant, puisque l'eau va continuer à baisser, lorsque le niveau ne sera plus suffisant au niveau de ce bassin-là, lorsque les concepteurs de la centrale de Zaporizhzhia avaient prévu aussi la possibilité de pomper dans un certain nombre de petites rivières qui sont des affluents de Dniepr. Donc, dès lors que le niveau d'eau sera bien entendu en deçà du niveau qui permette évidemment de continuer d'alimenter le refroidissement des générateurs de la centrale de Zaporizhzhia, ce seront ces petits ruisseaux-là qui prendront le relais. Et ce qui est sûr, évidemment, c'est que la communauté internationale est très très inquiète, notamment en ce qui concerne non seulement la situation humanitaire des populations qui vivaient dans Kherson, avec les risques de santé publique, avec le fait que cette eau-là est réveillée, est débouchée des anciennes mines, et évidemment pourrait, lorsque l'on est dans de telles conditions, voir réapparaître certaines maladies comme le choléra, qui sont des maladies liées à l'insalubrité. Donc, évidemment, l'Ukraine a commencé aussi à mettre en place un certain nombre de mesures pour essayer de prendre en charge ces populations, les évacuer de cette zone, les reloger dans des zones un peu plus en hauteur, ou les reloger dans des zones surtout dont elles ont le contrôle, et pour lesquelles les alliés occidentaux ont commencé à envoyer du matériel et des vivres pour leur permettre de prendre en charge ces populations-là. Bien entendu, est-ce qu'il y aura une enquête? Ça va être difficile à dire. La Turquie, qui est un allié à la fois de l'Ukraine et de la Russie, a demandé à ce qu'une enquête internationale indépendante soit mise en place. Mais étant donné, quand on regarde l'antécédent concernant par exemple le sabotage
des gazoducs Nord Stream, où on n'avait pas eu la possibilité de mettre en place une commission d'enquête internationale parce que les Occidentaux y étaient contre. Je ne vois pas les Russes accepter dans ce cas de mesure, dans ce cas de figure-là, mettre en place accepter l'idée d'une commission d'enquête internationale. Alors, le deuxième fait écologique dont nous allons parler aussi et qui est tout aussi grave, c'est évidemment les incendies de forêt qui ont lieu actuellement au Canada, ça depuis jeudi dernier. Selon le Centre interservice des feux de forêt du Canada, ils ont recensé depuis jeudi 437 départs d'incendie. Et ces 437 départs sont encore en cours. Il faut savoir qu'on a 248 qui sont totalement hors de contrôle. Et il faut savoir que le Canada a la deuxième plus vaste étendue de forêt après la Russie. Donc c'est un pays qui est très étendu, qui a des immenses régions forestières, et malheureusement, il y a très peu de routes pour circuler à l'intérieur de ces forêts-là, ce qui rend l'accès particulièrement difficile aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, aux équipes qui essayent de contrôler ou d'éteindre ce feu-là. Il faut aussi savoir que ces 437 points de départ d'incendie ont brûlé plus de 3,8 millions d'hectares. Et il faut savoir que près de 20 183 personnes ont donc dû être évacuées de la zone, selon les propos de Bill Blair, qui est le ministre canadien de la protection civile. Alors, il faut savoir que est-ce que c'est une situation qui est totalement inédite pour les Canadiens? C'est le deuxième plus grand feu de forêt de toute l'histoire du Canada. Le dernier record datait de 2017. Il faut savoir que selon le système canadien d'information sur les feux de forêt, il faut savoir que ce feu-là a deux caractéristiques qui en font déjà une situation hors norme. D'abord, il faut savoir que il y a une saison des incendies de forêt. Il y a une saison durant laquelle la température est tellement forte que, évidemment, les autorités s'attendent à ce qu'il y ait des incendies de forêt parce que le sol est sec, les branches des arbres, les feuilles ne sont plus humides, elles sont aussi sèches, et donc elles sont propices à pouvoir s'enflammer dès lors qu'elles sont en contact avec un élément de chaleur. Et donc, en général, la saison des feux de forêt au Canada commence au mois d'août. Or là, on voit que nous sommes au mois de juin et on a déjà ces méga feux-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est que on a une saison des forêts qui commence plus tôt. Et ensuite, la deuxième, c'est qu'on a la zone dans laquelle s'étendent ces zones de forêt-là. Il faut savoir qu'en général, vous avez la région comme la région de l'Alberta ou de la Nouvelle-Écosse, qui sont des régions, du fait de leur position géographique, qui sont beaucoup plus au sud, donc qui sont beaucoup moins tempérées, qui ont des températures beaucoup plus élevées, sont plus propices au déclenchement de ces méga feux de forêt-là. Or là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que des provinces qui étaient relativement à l'abri de ce genre de manifestations, de ce genre d'événements, comme la Nouvelle-Écosse ou même le Québec, sont maintenant elles aussi touchées par ces méga feux de forêt-là. Ça veut donc dire que de manière globale, on observe au Canada une augmentation de la température, donc un réchauffement sans précédent du pays. Et donc ce qui fait que ça veut donc dire que dans le futur, on aura non seulement la multiplication de ce genre de feux de forêt dans des zones de plus en plus vastes, avec un nombre de provinces sans cesse plus important qui pourront être impactées par ces feux de forêt-là. Et donc, on a l'impression qu'on aura de moins en moins de provinces qui seront à l'abri de ces incendies-là. Alors, il faut savoir que le Canada a déployé près de 2000 hommes pour essayer de tenter de contrôler ces feux de forêt. Ils ne peuvent pas l'arrêter parce que, je l'ai dit, près de la moitié des points de départ de ces incendies-là sont totalement hors de contrôle. En plus de ces 2000 hommes, soldats, sapeurs-pompiers et autres, on a 500 pompiers internationaux qui viennent principalement des États-Unis, de la France et de l'Australie. Mais il faut savoir que ces 2500 hommes, malheureusement, ne pourront pas permettre de pouvoir essayer de contrôler l'ensemble de ces grands feux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de se concentrer sur 35 foyers importants
ceux qu'on considère comme étant des foyers importants, ce sont ceux qui risquent de menacer, évidemment, le plus les populations. Alors, donc, pour savoir aussi, pour essayer de comprendre ce phénomène-là, il faut savoir que quelle est l'origine de ces feux? Ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose. Eh ben, c'est très difficile à déterminer. Pourquoi? Parce que déjà, quand on est dans des conditions climatiques aussi extrêmes en matière de chaleur qu'on connaît le Canada aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, la province de l'Alberta, là, en 2017, avait atteint un pic de chaleur qui était de 49 degrés Celsius. D'accord? C'était presque autant que la vallée de la mort aux États-Unis. Donc, on a un niveau de chaleur qui est vraiment de manière globale qui augmente. Selon toujours les autorités canadiennes, ils estiment que la moyenne mondiale, notamment en matière de réchauffement climatique, en matière de température, d'augmentation de température, est de 1,1%, alors qu'au Canada, il est de 1,7% de manière globale. Donc ça veut dire que le Canada se réchauffe beaucoup plus vite que la moyenne de la planète. Et donc c'est cette situation-là qui fait que non seulement on a les surfaces de forêt qui brûlent, qui augmentent, de même que le nombre des étendues de ces feux de forêt-là. Alors, quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences de ces méga feux-là? Déjà, les conséquences, elles sont, d'un point de vue sanitaire, elles sont importantes. Il faut savoir que les feux de forêt partent de la région de la Nouvelle-Écosse je l'ai dit, partent de l'Alberta, et arrivent jusqu'en Caroline du Sud. C'est-à-dire que ça part carrément jusqu'à la côte est. Et donc là, évidemment, il y a près de 100 millions d'Américains qui sont impactés par ces feux de forêt-là. Il faut savoir que dans ces feux de forêt, il y a des particules fines qui sont issues des cendres de destruction des bois de ces forêts. Et ces particules fines-là, évidemment, les hommes peuvent les respirer et causer des problèmes respiratoires. Il faut savoir que, par exemple, dans la ville de New York, la norme en matière de qualité de l'air, elle est entre 0 et 100. Or, les dernières mesures que l'on a faites hier concernant le niveau de qualité de l'air à New York, il est de 484. Et or, on juge que la qualité de l'air devient nocive, devient dangereuse pour l'homme lorsqu'on atteint le niveau 100. Or, à New York, on est au niveau 484. Donc, on est 4 fois au-dessus des normes requises. Et donc, ce qui fait que, évidemment, pour les autorités de l'État de New York et même l'Illinois, qui est l'État qui est frontalier avec le Canada, eh ben, le gouvernement fédéral essaie de prendre des mesures. On distribue des masques aux populations, on demande aux gens de rester chez eux, sauf ceux qui ont évidemment, pour des raisons indispensables, qui doivent quitter chez eux. On a fermé les écoles, on a tout ce qui est activités en plein air sont fermés, donc les bars qui ont des terrasses et autres sont fermés. Il est interdit de se balader dans le parc ou bien faire des activités telles que le jogging. Tout ça, c'est pour essayer de limiter l'impact de cette mauvaise qualité de l'air. Mais il est clair que la situation ne devrait pas revenir à la normale avant plusieurs jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, étant donné l'importance du niveau de ces fumées-là sur le nord de l'Amérique. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On revenait sur l'actualité internationale et on parlait d'environnement. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.